Avant, je croyais que la distance était plus sûre que l'espoir, car chaque fois que je pensais que ma famille pourrait me voir différemment, je réalisais à quel point ils me considéraient encore comme insignifiante. Je m'appelle Belle Carter. J'ai 34 ans et l'appel qui a tout changé venait de ma mère. Elle m'invitait à un barbecue familial. Sa voix douce, polie, attentionnée, me donnait l'impression d'être une invitée avant même d'arriver. Après cet appel, je suis resté longtemps dans ma cuisine, mon téléphone à la main, ressentant cette tension familière entre le désir d'être vu et la certitude que cela n'arriverait peut-être jamais. Je vis discrètement. Je travaille discrètement. Et je construis tout discrètement. Je n'ai jamais parlé à ma famille de mon agence immobilière. Je ne leur ai jamais expliqué le fonctionnement de ma SARL. Je ne leur ai jamais montré les immeubles commerciaux ni les maisons que je possède. J'ai toujours fait en sorte que ma vie paraisse ordinaire, car la paix comptait plus que les questions, les moqueries ou les comparaisons. Ce soir-là, je suis allé dans le jardin. Ma sœur m'a regardé, a légèrement incliné la tête et a dit assez fort pour que tout le monde l'entende. Être assise à côté de toi me donne la nausée. Tout le monde a ri. Les assiettes s'entrechoquaient. On levait les verres. Personne ne lui a dit d'arrêter, pas même mes parents, assis à proximité. Ce qu'ils ignoraient était simple, j'étais la propriétaire de toutes les maisons qu'ils occupaient. Une semaine plus tard, ils recevaient des avis d'expulsion, et je n'ai plus vu personne rire. Avant de poursuivre, dites-moi quelle heure il est chez vous et dans quelle ville vous vous trouvez, afin que je puisse voir jusqu'où cette histoire a voyagé. Dès l'instant où j'ai compris le sens de la comparaison, j'ai aussi compris que ma sœur Jessica occupait une place à part dans notre foyer, une place où les erreurs étaient minimisées, les réussites magnifiées, et où la simple présence suffisait à être considérée comme importante. Lorsqu'il fallait prendre une décision, même pour des broutilles, son avis s'imposait discrètement, bien avant que j'apprenne à m'affirmer. Maman n'y voyait jamais d'injustice. Elle appelait cela préserver la paix. Mais en réalité, cela signifiait que l'option de Jessica était toujours la plus sûre. Si des désaccords surgissaient, la voix de maman ne se calmait que pour se défendre, et ne se tendait que lorsque j'essayais de m'expliquer. J'avais appris à sonder l'atmosphère d'une pièce au bruit de ses pas, car je savais ainsi si ma voix serait la bienvenue ou si elle serait discrètement étouffée. Papa n'élevait presque jamais la voix à la maison. Son silence était pesant, car il valait permission sans un mot. Quand j'attendais qu'il intervienne, je n'avais droit qu'à une respiration silencieuse, des journaux pliés et aux messages qu'être ignoré était plus facile qu'être protégé. Avec le temps, j'ai cessé d'attendre son soutien, car l'espoir est devenu plus douloureux que l'acceptation de cette situation. Les réunions de famille sont devenues des scènes où j'ai appris à me faire toute petite. Les proches comparaient les réussites, non pas à voix haute, mais par des sourires qui s'éternisaient et des questions qui semblaient bienveillantes, mais qui dissimulaient un jugement. Je restais là, retenant mes pensées, tandis que j'entendais des phrases sur des perspectives d'avenir, des talents qui pointaient partout sauf vers moi. Personne ne parlait de cruauté, et pourtant, je la sentais s'installer en moi comme une chose permanente. Il y a eu des moments où j'ai essayé de parler de l'avenir que je souhaitais. Quand j'essayais d'expliquer les projets que je nourrissais en secret, mes mots restaient souvent lettres mortes. La conversation dérapait, l'attention se dispersait, et mes idées étaient perçues comme de simples pensées passagères plutôt que comme de véritables pistes à explorer. J'ai commencé à comprendre que le silence rassurait les gens, tandis que l'honnêteté les mettait mal à l'aise. Avec le temps, j'ai développé des habitudes qui me protégeaient bien plus que toute affection. J'ai appris à dissimuler ma déception sans paraître amère, à sourire sans chercher l'approbation d'autrui, et à vivre replié sur moi-même sans que personne ne remarque ma solitude. Cet isolement silencieux ne venait pas de la haine. Il venait de la compréhension que s'attendre à de la chaleur humaine ne menait qu'à la gêne. Alors, j'ai choisi la distance avant que quelqu'un d'autre ne la choisisse pour moi. À 20 ans, je suis parti sans dire au revoir. Il n'y a pas eu de scène dramatique sur le seuil, pas de dispute finale, pas de larmes sur le parquet. J'ai porté une petite valise jusqu'à la porte d'entrée, me suis arrêté un instant pour contempler une maison qui n'avait jamais été vraiment la mienne, puis je suis sorti sans qu'on m'arrête. Personne ne m'a demandé où j'allais. Personne ne s'est demandé comment j'allais m'en sortir. Ce silence m'a marqué plus longtemps que tous les mots. Le premier endroit où je suis allé importait peu. C'était juste assez loin. Un trajet en bus, un billet payé avec mes dernières économies. Un siège usé près de la fenêtre. Une promesse silencieuse, tapie au fond de ma poitrine. Je trouverai une solution, même si c'était douloureux. Je ne suis pas partie confiante. Je suis partie avec une détermination serrée autour d'une peur qui maintenait tout en place. Le travail m'a trouvé avant le confort. J'ai accepté le premier emploi qui m'a mené dans un petit bureau où personne ne se souciait de mon passé, de ma famille, ni de la façon dont mes mains se crispaient quand quelqu'un parlait trop fort. J'apprenais plus que je ne parlais. J'écoutais plus que je n'expliquais.
Je restais tard, non pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que j'étais terrifié à l'idée de devenir invisible, comme je l'avais toujours été. Vivre seul n'avait rien de poétique. C'était calme, froid, parfois inconfortable. Je comptais mes pièces le soir sur le plan de travail nu de la cuisine. Je faisais mes listes de courses comme des cartes de survie. Je réparais tout moi-même, car il n'y avait personne à qui demander. Chaque choix m'appartenait. Chaque erreur aussi. Personne à blâmer. Étrangement, cela me semblait authentique. Avec le temps, je me suis intéressé au fonctionnement réel de l'argent. Non pas par cupidité, mais de manière pragmatique. Je recherchais une stabilité qui ne dépende ni de l'approbation ni de la survie de quiconque. Après le travail, j'ai commencé à me documenter sur l'immobilier, à suivre des conférences en ligne gratuites, à écouter des conversations auxquelles je n'aurais jamais dû participer. Je posais des questions discrètement. J'ai tout retenu. Finalement, j'ai créé ma propre SARL immobilière. Pas de célébration, pas d'annonces fracassantes, juste des signatures, de longues heures, de petits risques. J'ai appris à penser à long terme. J'ai appris la patience. J'ai appris à échouer en privé sans m'effondrer. J'ai appris à recommencer sans le crier sur tous les toits. Gérer mon argent seul a transformé mon regard sur moi-même. J'ai cessé d'avoir peur des relevés bancaires. J'ai cessé de fuir les chiffres. J'ai ouvert des comptes, suivi mes dépenses, compris les contrats, accepté les conséquences. C'était lent. C'était solitaire. C'était authentique. L'entreprise n'a pas prospéré du jour au lendemain. Elle a grandi comme toute chose. Lentement, discrètement, un bien après l'autre, une leçon après l'autre. Je prenais des décisions sans demander la permission. J'avais confiance en moi, sans avoir besoin d'applaudissements. Le succès a commencé à me paraître moins comme un but à atteindre que comme quelque chose à construire de main de maître. Ce qui m'a le plus surprise, ce n'était pas l'argent, mais la paix intérieure. J'ai cessé d'avoir besoin d'approbation. J'ai cessé d'imaginer des conversations qui n'ont jamais eu lieu. J'ai cessé d'attendre que quelqu'un remarque mes efforts. J'ai compris que la vie que je désirais pouvait exister sans explication. Au fil des années, j'ai pris une décision claire, je ne retournerai pas mesurer ma valeur devant des gens qui n'ont jamais cherché à me voir. Je n'utiliserai pas le succès comme preuve. Je ne laisserai pas l'argent me reconnecter à des milieux qui m'avaient autrefois rabaissé. Ce que je construisais n'avait rien à montrer à personne. Des années plus tard, mon téléphone a vibré plus longtemps que je ne l'aurais souhaité. J'étais dans ma cuisine, un verre d'eau à la main, j'avais oublié de boire, quand j'ai vu le nom de ma mère apparaître à l'écran. Mon corps a réagi avant même que mon esprit ait eu le temps de comprendre ce que je ressentais. Mes doigts étaient plus lourds que la normale. J'ai laissé sonner un instant de plus que nécessaire, puis j'ai répondu d'une voix plus calme que celle qui résonnait en moi. Elle parlait comme si de rien n'était, comme si les années s'étaient écoulées sans un mot. Son ton était poli, prudent, presque formel. Elle m'a dit que tout le monde se réunissait pour un petit barbecue et qu'elle serait ravie que je passe. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas évoqué les années qui nous séparaient. Elle parlait comme on parle quand on essaie de ne pas déranger quelque chose de fragile. L'invitation semblait légère dans ses paroles, mais lourde dans les miennes. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Elle a dit qu'elle espérait que je pourrais venir, puis a raccroché sans attendre ma réponse. Je suis resté là longtemps après que la communication se soit coupée, sentant le silence de l'appartement m'envelopper. C'était étrange comme une courte conversation pouvait réveiller des parties de moi que je croyais engourdies. J'ai décidé d'y aller. Je n'ai rien choisi de particulièrement extravagant. J'ai ouvert le placard et j'ai regardé les rangées de vêtements qui représentaient différentes facettes de ma personnalité. Puis j'ai opté pour la solution la plus simple, une chemise propre sans motif, un pantalon confortable et discret, des chaussures silencieuses. Je voulais être moi-même, pas un message. Je voulais entrer sans rien annoncer avant d'avoir pu parler. Choisir le cadeau a été plus long que choisir les vêtements. J'ai parcouru une petite boutique aux étagères remplies d'objets conçus pour paraître attentionnés sans que l'on connaisse leur histoire. J'ai choisi quelque chose de simple, de rassurant, une boîte emballée qui pourrait reposer discrètement sur une table sans susciter de questions. C'était étrange de la tenir entre mes mains, comme si je portais un espoir encore trop fragile pour être touché directement. Tandis que je me préparais, mes pensées ont dérivé vers des directions inattendues. Je m'imaginais assise dans leur jardin, sentant la chaleur du barbecue, entendant des voix familières flotter dans l'air. Dans mon esprit, je voyais une version de ce moment où quelqu'un me regardait différemment, non pas avec pitié, non pas avec indifférence, mais avec reconnaissance. Je me suis dit de ne pas me faire d'illusions, mais l'espoir s'est insidieusement, comme toujours. J'ai répété les mots sans les prononcer à voix haute. De simples vérités que je n'avais jamais partagées. Des phrases sincères qui ne sonnaient ni comme de la colère ni comme du désespoir.
Je voulais pouvoir dire que j'avais construit quelque chose. Je voulais expliquer que j'avais appris à me débrouiller seul. Je voulais que quelqu'un l'entende et comprenne que je n'avais jamais été faible, seulement invisible. Je me répétais sans cesse de rester réaliste, mais le besoin d'être reconnu me hantait. Le trajet jusqu'à chez eux me parut interminable. Les rues m'étaient étrangement familières, comme des lieux d'un rêve lointain, sans que je m'en souvienne vraiment. Je gardais les deux mains sur le volant, respirant lentement, essayant de calmer mes pensées. Je me répétais que ce n'était qu'une visite, un simple repas, un simple après-midi. Pourtant, mon cœur s'emballait. Arrivé devant chez eux, je restai un instant assise dans la voiture avant de sortir. Je contemplais mon reflet dans le rétroviseur. J'avais l'air d'être à ma place, même si je n'en avais pas le sentiment. Je pris le cadeau sur le siège passager, le pris délicatement et sortis. L'odeur me parvint avant même les voix. Fumée, sauce sucrée, plat familier qui mijotait. Des rires flottaient dans l'air, venant du jardin. Je marchais lentement vers le portail, sentant le sol sous mes pieds comme si chaque pas exigeait une permission que je tentais de m'accorder. Au fond de moi, je portais plus qu'un simple cadeau. Je portais un petit espoir, fragile, qu'on me permette enfin de parler sans me repousser. Je portais le souhait que quelqu'un écoute ce que j'étais devenu, au lieu de se souvenir seulement de ce que j'avais été. Je portais le rêve discret qu'une fois, peut-être, je n'aurais pas approuvé mon existence. Je n'attendais pas de miracle. Je n'attendais pas d'excuses. Je voulais juste avoir la chance d'être vue. Cet après-midi-là, le poids de mon souffle pesait lourd. Assise à une longue table en bois, sous le ciel ouvert, je sentais l'odeur de viande grillée se répandre lentement dans la cour, se mêlant à des conversations qui me semblaient trop intimes, trop vives, trop réelles. Des rires jaillissaient de partout, comme si rien de fragile n'existait autour de cette table. Les assiettes passaient de main en main. Les verres se couvraient d'empreintes digitales. Les voix se superposaient dans un rythme qui ne laissait aucun répit au silence. Je gardais les mains immobiles sur mes genoux, me maintenant en place, comme je l'avais appris tant de fois auparavant. C'est alors que mon oncle Ronald Carter s'avança avec une aisance naturelle, comme si l'espace lui appartenait. Dès lors, Ronald prit la parole d'une manière qui captivait l'attention sans effort. Il évoqua avec fierté l'acquisition par la famille d'un vaste immeuble commercial, insistant sur chaque détail comme s'il révélait leur identité. Il parla de la structure, de l'envergure, de la taille, répétant combien il était rare de trouver un tel bien dans ce quartier. Puis ma tante Patricia Moore se pencha vers lui avec un sourire doux, mais empreint d'ambition. Patricia parla de l'avenir comme s'il était déjà tracé. Elle décrivit un restaurant occupant tout un étage, des salons privés, des salles à manger ouvertes, un éclairage qui conférait au lieu une élégance naturelle. Elle parla de reconnaissance, de réputation et de succès, affirmant que cela permettrait enfin à la famille d'atteindre sa véritable place. Maman se joignit aussitôt à la conversation. Sa voix s'adoucit, mais restait empreinte de fierté. Elle dit que la famille semblait enfin prendre la bonne direction. Elle ajouta qu'il était temps que l'on reconnaisse leur potentiel. Papa approuva d'une voix douce et discrète. Il dit que des opportunités comme celle-ci ne se présentaient pas à n'importe qui. Il disait que ce genre d'endroit distinguait les familles sérieuses des familles ordinaires. Jessica se tourna lentement vers moi. Elle regarda ma chaise, mes mains, ma façon d'être assise. Être assise à côté de toi me donne la nausée. Ces paroles n'avaient rien d'une plaisanterie. Elles étaient calmes, délibérées et parfaitement placées. Elle se pencha un peu plus près et dit « Tu n'as même pas l'air d'être à ta place ici. » Son regard glissa sur mes vêtements et elle ajouta « Tu as même conduit jusqu'ici? Ou quelqu'un a-t-il eu pitié de toi ?» Maman laissa échapper un petit rire qui n'arrêta rien. Elle me regarda brièvement, puis se tourna vers les autres et dit « Vous la connaissez. » Elle n'a jamais vraiment compris le sens de la vie, mais au moins elle essaie. Papa hocha la tête et parla sans hésiter. Il dit « Certains manquent tout simplement d'ambition. On ne construit rien sans ambition. » Quelques personnes sourirent. Quelques autres acquiescèrent. Personne ne me défendit. Ils reparlèrent du bâtiment, pointant du doigt l'angle comme s'il était la preuve de tout ce qu'ils aspiraient à devenir. Ronald décrivit les larges fenêtres avec fierté. Patricia parla de l'entrée comme si les gens s'y rassembleraient un jour. Maman dit que l'emplacement était idéal. Papa répéta que c'était le genre de décision qui changeait une lignée. Je suivis leur regard sans rien dire. C'est alors que la forme du bâtiment se mêla à mes souvenirs plutôt qu'à mon imagination. L'angle correspondait à un plan que j'avais examiné d'innombrables fois. Les larges baies vitrées correspondaient aux documents que j'avais signés dans des bureaux privés où personne ne parlait plus fort que nécessaire. L'entrée appartenait à un lieu que j'avais déjà traversé en silence. Le bâtiment qu'ils célébraient ne leur appartenait pas. Il m'appartenait. Le lendemain matin, le silence était une force.
Je me réveillais avec un sentiment de maîtrise qui ne venait ni de la colère ni de l'épuisement, mais de la compréhension que je n'avais plus besoin d'autorisation pour agir. Aucune hésitation ne traversait mes pensées, aucune émotion. Le bruit ambiant tentait de me ralentir, mais une structure calme se formait dans mon esprit tandis que je me préparais à prendre les décisions qui attendaient le moment opportun. J'ai appelé mon avocat, Thomas Reed, sans délai. Cet homme m'avait discrètement conseillé sur nombre de mes décisions professionnelles au fil des ans, sans jamais les transformer en conversations dramatiques. Après cette première présentation, je l'ai simplement appelé Thomas. Il a répondu immédiatement, et son ton m'a indiqué qu'il était prêt à m'écouter sans avoir besoin de contexte. J'ai dit à Thomas que je souhaitais résilier le bail. Inutile d'expliquer ce qui m'avait conduit à cette situation. Je ne me suis pas justifié. Je n'ai pas décrit mes émotions. J'ai simplement déclaré que les locataires actuels devaient être expulsés selon les procédures légales. Ma voix est restée assurée car j'avais déjà fait mon choix intérieurement bien avant de l'exprimer à voix haute. Thomas m'a posé quelques questions directes, axées uniquement sur les faits et non sur les sentiments. J'ai répondu clairement à chacune d'elles, confirmant que je souhaitais que la procédure soit gérée formellement, correctement documentée et exécutée sans avertissements informels ni communication personnelle. Il a accepté cette responsabilité sans hésiter et a commencé à détailler les étapes à venir. Nous avons discuté du cadre juridique. Concernant la résiliation, Thomas m'a expliqué comment les documents seraient rédigés afin d'éviter tout malentendu ou toute manipulation. J'ai immédiatement approuvé cette approche. J'ai opté pour un langage ferme mais professionnel, direct mais non cruel. Il n'y avait aucune intention de vengeance, aucun désir de susciter des réactions émotionnelles, seulement la nécessité de protéger ce qui m'appartenait. La rédaction a commencé le matin même. J'ai examiné chaque document préparé par Thomas, en me concentrant sur la clarté, la légalité et le respect des délais. J'ai apporté les modifications nécessaires, en raccourcissant les phrases, en supprimant toute hésitation et en approuvant une formulation qui reflétait l'autorité plutôt que l'insécurité. Chaque page était perçue comme une confirmation de propriété plutôt que comme un acte de conflit. J'ai demandé à Thomas d'envoyer l'avis par voie légale. J'ai insisté sur le fait qu'il ne devait y avoir ni appel téléphonique, ni avertissement de courtoisie, ni messages personnels adressés aux locataires. L'avis devait être transmis selon une procédure juridique rigoureuse, et non par une approche personnelle. Thomas a confirmé que la remise serait traçable, enregistrée et protégée par la procédure légale standard. À aucun moment je n'ai envisagé d'appeler mes parents. Je n'ai pas consulté mon répertoire. Je n'ai pas rédigé de lettres. Je n'avais pas imaginé leur réaction. Cette partie de ma vie ne nécessitait plus d'intervention. Je comprenais que le silence n'était pas synonyme d'évitement, mais de discipline. Tout au long de la journée, je me suis concentré sur les tâches qui exigeaient mon attention. J'ai accompli mes responsabilités, sans lien avec ma famille, mes émotions ou le passé. Mon esprit était clair et mes actions suivaient naturellement cet ordre. Je ne me sentais ni pressé, ni tiraillé, ni en accord avec moi-même. Le soir même, Thomas m'a envoyé une confirmation. Il m'a informé que la mise en demeure avait été remise, enregistrée et acceptée par les voies appropriées. Aucune complication, aucun retard. La procédure s'était déroulée exactement comme prévu. J'ai lu le message une fois et compris qu'il n'y avait rien à ajouter. Ce soir-là, je n'ai ressenti aucun besoin de me justifier, ni de défendre mes actes. Je n'étais pas curieuse de savoir comment il réagirait. Ma décision était prise et elle se suffisait à elle-même. 3 jours plus tard, ils ont frappé à la porte, les mains tremblantes. Je ne me suis pas précipitée, car l'urgence et la peur ne me guidaient plus. Je m'avançais donc avec un calme né de la certitude plutôt que de l'effort, pleinement consciente que ce moment se préparait bien avant que leurs mains ne touchent la porte. Quand je l'ouvris, leurs visages me dirent tout ce que les mots n'avaient pas besoin d'expliquer, car quelque chose en eux s'était déjà brisé d'une manière impossible à dissimuler. Jessica se tenait derrière eux, les yeux grands ouverts et absents, serrant les poings comme pour contenir la tension. C'était la seule façon pour elle de garder l'équilibre. La confiance qui autrefois imprégnait sa présence avait complètement disparu, remplacée par une panique qui lui coupait le souffle et vidait son visage de toute expression. Elle ne dit rien d'abord, car elle avait déjà compris ce qui s'était passé, et cette compréhension pesait trop lourd sur sa poitrine pour s'exprimer par des mots. Ronald avait perdu ses droits commerciaux. Je n'avais pas besoin qu'il l'admette, car son attitude avait tellement changé que la vérité se lisait sur son corps. Ses épaules étaient lourdes au lieu d'être fières, et son regard fuyait le mien comme on évite d'affronter ce qui nous a déjà pris ce que l'on croyait acquis. Il avait bâti sa confiance sur des fondations qui n'existaient plus, et maintenant, il n'avait plus rien sous ses pieds. Patricia avait perdu l'avenir qu'elle s'était préparée à construire. Elle ne parlait pas de ses projets de restaurant, car elle en était incapable,
La perte se lisait déjà sur son visage avant même qu'elle puisse tenter de l'expliquer. L'enthousiasme qu'elle avait affiché avec tant de fierté avait fait place à un effondrement silencieux, plus profond que la simple déception. Elle avait cru son rêve inévitable, et maintenant, il avait disparu sans prévenir. Maman s'avança, et son seul mouvement témoignait de la part d'elle-même qu'elle avait déjà perdue dans cette épreuve. Ses mains tremblaient malgré ses efforts pour les maintenir jointes, et sa voix manquait d'autorité, de fermeté, de confiance. Nous ne savions pas que c'était le vôtre. Aidez-nous, s'il vous plaît. Papa prit la parole juste après elle. Il ne se tenait pas comme quelqu'un qui s'attendait à être entendu. Il se tenait comme quelqu'un qui craignait d'être ignoré. Donnez-nous juste du temps. Leurs mots restèrent entre nous, sans force, sans artifice, sans contrôle. Je restais où j'étais et les regardais sans colère, sans satisfaction, sans désir de les punir, car ce que je ressentais ne venait pas de la vengeance, mais d'une distance qui s'était déjà installée en moi depuis longtemps. Jessica finit par parler après avoir peiné à reprendre son souffle, et elle n'a pas cherché à dissimuler sa peur lorsqu'elle a dit qu'elle n'avait pas dormi, qu'elle n'arrivait pas à réfléchir clairement et qu'elle ne comprenait pas comment tout avait pu s'effondrer si vite. Je l'ai écoutée sans réagir, sans répondre, sans la réconforter. Car je n'avais rien en moi qui désirât sauver ce qu'ils avaient brisé. Je ne les ai ni invités à entrer, ni repoussés. J'ai laissé l'instant tel quel. Ils se tenaient devant moi sans masque, sans contrôle, sans la protection de leurs vieux souvenirs, tandis que je me tenais devant eux sans espoir, sans besoin, sans faiblesse qui aurait pu être utilisée contre moi. Ils attendaient des mots de clémence, un adoucissement qui ne vint jamais. Je leur ai dit que tout avait été réglé dans le respect des procédures légales et des structures établies, et qu'il n'y aurait ni raccourci, ni faveur, ni décisions émotionnelles. Car ce qui importait désormais, c'était la responsabilité, et non le lien. Maman baissa la tête. Papa ne pouvait pas me regarder. Jessica peinait à respirer normalement. Ils sont partis en silence, non pas parce que je les y avais forcés, mais parce qu'ils n'avaient plus rien à dire. Quand la porte s'est refermée, je n'ai ressenti ni soulagement ni victoire. J'ai ressenti un apaisement. Certaines fins ne surviennent pas dans le chaos, mais dans la compréhension. Des mois plus tard, j'ai cessé d'attendre des excuses. Ce changement progressif ne s'est pas opéré en un instant. Il s'est fait par petites prises de conscience qui ont peu à peu remplacé les vieilles habitudes, les vieux réflexes, les vieux espoirs que les choses changeraient avec le temps. J'ai cessé de consulter mon téléphone à l'approche des fêtes. J'ai cessé de me demander qui appellerait en premier. J'ai cessé de préparer mentalement des réponses à des conversations qui n'ont jamais eu lieu. Le silence qui me semblait autrefois un rejet a commencé à me sembler synonyme de liberté. J'ai coupé les ponts définitivement, non par vengeance, non pour affirmer quelque chose, mais par choix, pour préserver ce qui me restait de paix. Je n'assistais ni aux anniversaires, ni aux dîners, ni aux réunions de famille. Je n'envoyais ni cadeaux ni messages polis. Je laissais les invitations sans réponse, sans m'expliquer, sans me justifier, sans rouvrir des portes que j'avais déjà fermées. Pour la première fois, je ne punissais personne. Je me choisissais simplement. Ma vie a cessé de tourner autour du regard des autres, qui ne me regardaient jamais vraiment. J'ai instauré des routines qui n'appartenaient qu'à moi. Je travaillais quand je le voulais. Je me reposais quand j'en avais besoin. Je décorais mon espace à mon goût, sans me soucier du résultat. J'achetais des choses parce qu'elles me plaisaient, pas pour attirer l'attention. Je choisissais des amis qui m'écoutaient sans comparer ma valeur à la réussite des autres. Un après-midi, j'ai eu un moment étrange où j'ai réalisé que je n'étais plus en colère. Je m'attendais à ce que la colère dure plus longtemps, qu'elle brûle plus fort, qu'elle me rappelle tout ce qu'on m'avait pris. Au lieu de cela, je me sentais calme. Je me sentais entière, d'une manière qui ne dépendait d'aucune réaction de leur part. J'ai alors compris que la guérison ne se faisait pas bruyamment. La guérison est silencieuse, constante, patiente. J'ai cessé de chercher la validation là où elle n'était pas faite. J'ai cessé de me mesurer aux autres. J'ai cessé de prouver que j'étais suffisante. Je le savais déjà. Cette connaissance ne venait ni du succès, ni de l'argent, ni de la reconnaissance. Elle venait du fait de survivre sans devenir cruelle. Elle venait du fait de s'éloigner sans s'aigrir. Elle venait du fait d'apprendre que je pouvais construire une vie sans demander la permission. Je n'imaginais plus de scène de réconciliation. J'ai cessé de répéter ce que je dirais s'il se présentait à ma porte. J'ai arrêté de nourrir ces conversations imaginaires. La vérité était simple. Je n'avais pas besoin qu'ils comprennent. Je n'avais pas besoin qu'ils admettent quoi que ce soit. Je n'avais pas besoin de leurs regrets pour aller de l'avant. La fin de ce chapitre n'a pas été dramatique. Elle n'a pas été bruyante. Elle n'a pas été marquée par des discours ou des confrontations. Elle a été marquée par des matins paisibles où je me réveillais sans appréhension.
Elle a été marquée par des soirs où je dormais sans ressasser les souvenirs. Elle a été marquée par l'absence de peur lorsque mon téléphone a sonné. C'est ainsi que j'ai su que le cycle était terminé. Je vis libre maintenant. Non pas d'une manière qui impressionne le monde extérieur, mais d'une manière qui me semble authentique au plus profond de moi. Je fais des choix parce qu'ils me semblent justes. Je fixe des limites parce qu'elles me protègent. J'avance sans regarder en arrière, non pas parce que j'ai oublié, mais parce que je n'appartiens plus à cette douleur. C'est là que mon histoire est devenue calme, stable, et enfin mienne. La leçon la plus difficile que j'ai apprise a été que l'amour ne réclame pas d'espace. Le véritable amour n'a pas besoin de rien. L'endurance. Une véritable connexion ne vous fait jamais sentir invisible tout en vous demandant de rester loyal. J'ai appris que le silence est un choix, non une crainte. J'ai appris que s'éloigner ne rend pas une personne faible, mais honnête envers elle-même. J'ai appris que pardonner ne signifie pas toujours reconstruire les ponts, mais parfois laisser la rivière emporter les morceaux brisés. J'ai compris que la paix n'est pas un don, mais un trésor à préserver. J'ai aussi appris que la guérison ne passe pas par les excuses, mais par le besoin de s'en détacher. La vérité la plus importante que je porte en moi aujourd'hui est la suivante. Votre valeur ne se mesure pas à vos efforts pour être vue par ceux qui refusent de vous regarder. Merci d'avoir lu cette histoire jusqu'au bout. Si vous vous êtes déjà senti invisible chez vous, cette histoire est pour vous. Si vous avez déjà gardé le silence pour préserver la paix, cette histoire est pour vous. Si vous êtes déjà parti sans être compris, cette histoire est pour vous. La guérison n'est pas toujours spectaculaire. Elle se manifeste parfois par un courage discret, parfois par le fait de fermer des portes sans les claquer. Si cette histoire vous a touché, j'espère qu'elle vous a apporté du réconfort. Votre réconfort, votre force, ou même le plus petit rappel que vous n'êtes pas seul. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir lu.